Bonjour, merci beaucoup à tous d'être ici pour cette table ronde. Donc c'est une première pour les rencontres d'histoire, de commencer dès le vendredi matin, mais on voit que c'est un tout petit peu risqué. Donc on est dans les 8e rencontres d'histoire, cette année sur le thème sport en jeu. Avec le sentiment très fort qu'on est très nombreux à être lancés dans ces réflexions sur le sport d'une façon qui parfois nous a un peu pris à la gorge. Pour les cahiers d'histoire, on a publié un numéro Olympisme, politisation, dépolitisation, et qui sera présenté demain. Et donc sur cette table ronde, l'idée c'était de rapprocher des porteurs de projets autour de cette année 2024. Donc qu'est-ce que ces JO 2024 font à différentes institutions, ou qu'est-ce que différentes institutions ont décidé d'en faire. On a dit aussi peut-être parler argent public, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'argent, qui paie ces initiatives, avec quelle visée éducative, quel public, est-ce que c'est de la courte durée, est-ce que c'est des investissements à plus long terme. Donc autour de la table nombreuse, et je vous remercie beaucoup tous et je m'excuse de ce retard. Donc on a à ma droite l'équipe de Gennevilliers avec monsieur Lounis Amjetkou, directeur des sports de la ville de Gennevilliers, monsieur Zine Boukrich, qui est professeur d'EPS et élu de la ville de Gennevilliers, monsieur Chancerelle, qui est directeur des archives départementales des Hauts-de-Seine, monsieur Carrez Maratré, qui est président de la section Histoire ancienne des comités des travaux historiques et scientifiques, qu'on appelle souvent CTHS pour aller vite. Alors, tous impliqués dans des projets 2024. Madame Sylvie Zedman, qui est directrice du musée de la Libération de Paris, musée Général Leclerc, musée Jean Moulin. Merci beaucoup. Et Thomas Le Goff, qui est responsable des publics au musée de l'histoire vivante de Montreuil, excusez-moi, et monsieur Éric Lafont, qui est le directeur du musée de l'histoire vivante à Montreuil. Moi-même, je suis Anne Jolet, responsable de la rédaction des cahiers d'histoire, revue d'histoire critique, qui est parmi les initiateurs ou initiatrices à titre personnel des rencontres, avec de multiples partenaires, l'UP des Hauts-de-Seine, Université populaire des Hauts-de-Seine, depuis l'origine des rencontres, et puis cette année, la Fondation Gabriel Péry et l'Institut de recherche de la FSU. Donc merci à tous et aussi aux nombreux présents dans la salle. On va peut-être commencer du côté des musées. Et puis on va dérouler et on arrivera peut-être davantage sur l'action d'une municipalité, Gennevilliers, qui par ailleurs, donc on peut voir des expositions, mais vous nous en parlerez à la mairie et ici dans le hall. Alors la parole au musée de l'histoire vivante. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation, Anne Jolet. Très rapidement, pour répondre à une première série de questions, les Jeux Olympiques de 2024, c'est tout de suite pour nous un musée d'histoire, histoire de l'olympisme. Donc on n'a pas pris cette direction-là tout de suite. On a refusé de prendre cette direction-là et on a considéré que l'histoire de l'olympisme, des Jeux Olympiques, c'était la mission première du Musée national du sport ou des musées du sport qu'il y a en France. On est reparti du fait qu'aux Jeux Olympiques sont sélectionnés les athlètes de chaque pays et en France, ces athlètes sur l'histoire longue, années 20, 30, 50, 60, 70 et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des athlètes qui ne sont pas tous, mais en bon nombre d'extraction populaire. Donc un musée comme le nôtre, un musée d'histoire ouvrière et sociale, on a souhaité partir de cet enracinement social, de ces athlètes, de leur vie, de leur parcours,
de leur histoire parentale et de leur rencontre éducative et avec le sport. Donc, première chose. Une fois qu'on a eu posé cela, on a pris langue immédiatement avec la Fédération sportive et gymnique du travail, la FSGT, pour souscrire à un partenariat, puisque la FSGT est implantée par de nombreux clubs dans la banlieue, je parle essentiellement donc banlieue parisienne. Ça aussi, on a très rapidement circonscrit l'espace territorial, l'espace géographique à la banlieue parisienne, présageant que si on devait parler de la banlieue lilloise, lyonnaise, bordelaise, marseillaise, pour ne parler que des grandes capitales régionales, on aurait dû faire construire plusieurs étages en hauteur au musée actuel. Donc on s'est circonscrit sur l'espace géographique de la banlieue parisienne. Quand on a commencé à discuter de ces questions-là, très rapidement sont venus on a eu des rendez-vous à l'échelle départementale, à l'échelle régionale, et naturellement en lien avec le ministère de la Culture et des Sports sur ce qu'on appelle les appels à projets. Voilà. Donc, et là, on pouvait voir, et donc ça c'est mon point de vue personnel que j'exprime aujourd'hui, au début, 1001 directions, on ne savait pas trop où on allait, il y avait des informations contradictoires quant au financement, est-ce que l'État allait donner toute la mesure à la chose ou pas? Et puis il y avait toujours, et très rapidement dans ces questions-là, c'était de dire, ça serait bien que vous fassiez, mais débrouillez-vous pour le faire sans notre argent. Donc voilà, donc ça c'est le climat au départ. Il y avait beaucoup de discussions où je ne voyais pas où on pouvait aller. Voilà. Donc nous, on a continué sur notre projet. On s'est imposé dans le schéma et dans tous les projets qui étaient évoqués cette idée d'avoir une exposition sur le sport en banlieue. Et donc à partir de là, on a commencé à répondre à de multiples appels à projets, donc des dossiers de plusieurs dizaines de pages qui sont mis en ligne, qu'il faut remplir, qu'il faut renvoyer, qui reviennent, parce qu'il y a voilà, je vois que Sylvie, voilà, on connaît tous ça, reviennent parce qu'il faut, je sais pas, il y a eu un petit problème de lignage, et donc on repart. Donc on a continué, nous, à travailler. On a pris langue aussi après avec, comme on souhaitait avoir une exposition sur le sport en banlieue, mais bien évidemment, dans le PowerPoint, on en parle de ça, mais un musée d'histoire, sa première mission, c'est d'éclairer le présent en recherchant les fils d'une histoire passée. Voilà. Nous, on pense que, en tant qu'historien et en tant que musée d'histoire, on pense que la culture, l'histoire, ça compte. Et ça permet de comprendre ce qu'il se dit aujourd'hui. Donc on est parti de ce principe et on a dit, mais on veut parler aussi de l'actualité, on veut montrer un sport en banlieue d'aujourd'hui, avec les filles et les garçons d'aujourd'hui dans les quartiers. Voilà. Et donc on a bien entendu qu'il y avait des thématiques qui étaient rentrées dans l'ordre de la discussion, notamment la thématique du sport pour les femmes, les filles et les femmes, l'entrée dans les clubs, la difficulté dans certaines disciplines, voilà, des confrontations entre entre pratiques sportives virilistes, masculines et pratiques sportives féminines, et aussi les vrais problèmes qu'il y a aussi dans les clubs de banlieue, qu'on rencontre dans les banlieues, qui sont sur deux axes, le racisme, l'antisémitisme, le racisme, et aussi l'homophobie. Donc on a discuté avec nos partenaires et nos collègues de la LGBT pour pouvoir être en partenariat sur cette exposition. Et donc pour finir, on a conçu notre projet en 3 temps, une exposition d'histoire, mais aussi une exposition sur
qu'est-ce que c'est que le sport en banlieue aujourd'hui, accompagné de tables rondes, de journées d'études, mais aussi d'ateliers ludiques, sportifs, de démonstrations sportives qui accompagneront toute l'exposition du mois de mai 2024 jusqu'à fin décembre 2024. Donc, pour l'exposition, on a réuni diverses contributions parce qu'aucun dans l'équipe n'est expert du sport, donc on s'est basé sur l'expertise d'autres. Là, vous voyez quelques contributions à la fois pour l'édition qui va accompagner l'exposition et sur l'exposition. Donc il y a des différents chercheurs et chercheuses, historiens, historiennes, mais aussi sociologues, géographes. Et puis aussi, on a donné la parole à des sportives et sportifs qui sont quand même les principaux concernés et qui ont des choses à dire. Et puis sur la dernière slide, diapo. Ouais. Donc là, j'ai mis quelques images qui se retrouveront, et objets, archives, documents qui se retrouveront dans l'exposition. Donc le sport en banlieue, ça peut être traité de mille et une manières. Donc on a fait quelques choix, mais on a voulu intégrer de l'art, de la peinture, on en voit deux. Il y a aussi par exemple le baby-foot Bonzini, c'est une entreprise industrielle de Bagnolet. C'est le baby-foot qu'on connaît tous, qui était dans les cafés, qui se retrouve maintenant dans les centres socioculturels par exemple. Une affiche du musée de l'immigration, etc. etc. Voilà. Je passe. Merci beaucoup. On va passer la parole à Wieselmann. Donc moi, je vous présente très rapidement le musée parce que je pense qu'il est fort extrêmement connu. C'est un musée qui se trouve à Dante, qui est un musée de la ville de Paris. Alors, c'est un musée de la ville de Paris, mais qui est géré par un établissement public qui s'appelle Paris Musée. Établissement public subventionné par la ville de Paris. Vous voyez, ça fait des étages supplémentaires. Donc, je vous présente rapidement le musée pour pouvoir vous parler de notre projet JO. Donc, merci. C'est un musée qui a été créé en 1994 à partir du legs d'Antoinette Sasse, que vous voyez, qui était une amie de Jean Moulin, dont vous reconnaissez la silhouette, et qui a légué donc tout ce qu'elle avait à la ville de Paris, à condition de faire un musée nommé Musée Jean Moulin. Début des ennuis. Ensuite, le musée a été constitué par une donation de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, d'objets et d'archives, et évidemment, voilà, une autre composante de notre nom. Donc, vous avez compris que le musée, qui a été inauguré en 1994, avait à la fois ce côté Jean Moulin et le côté Leclerc de Haute-Cloque. Et alors, à l'époque, les tensions politiques étaient très importantes, ce qui fait qu'il y a eu deux inaugurations. L'inauguration du mémorial Maréchal Leclerc de Haute-Cloque en août 1994, c'est la partie bleue. Et puis, le musée Jean Moulin, quelques jours après, c'est la partie rouge. Donc, le musée était situé sur la dalle Montparnasse. C'était un musée un peu conceptuel dans son exposition. Alors, il se trouve que cette dalle Montparnasse est totalement inaccessible et qu'effectivement, ça a causé d'énormes problèmes, ça a soulevé des problématiques qui ont conduit à un déménagement et à l'installation dans les pavillons Ledoux de l'avenue du colonel Henri Roltanguy. Allez, hop, un nouveau nom. Donc, il y a eu une annonce dans le projet de mandature 2015 de la maire, Anne Hidalgo, pour une ouverture le 25 août 2019, donc 4 ans. Donc on s'est installé dans ce magnifique pavillon que vous voyez. Et pourquoi ? Parce que Cécile Roltanguy avait énormément milité pour que le sous-sol de ce pavillon, qui a servi de PC, de poste de commandement au FFI de la région parisienne, et donc Roll, du colonel Roll, ce PC soit ouvert au public. Et donc, il est sous ce bâtiment et on s'est installé là. Alors, nos collections sont des collections
petits objets, des objets de... Alors je dis des objets de peu, des objets de rien du tout, en fait des objets usuels presque, hein, bien sûr, mais qui sont extrêmement riches en histoire. Ici vous voyez la boîte d'allumettes qui a appartenu à Jean Moulin et dans laquelle il a glissé des petites photographies de ses ordres de mission. Sur la prochaine diapositive, vous voyez le casque de Baumy. Alors quand on le voit comme ça, c'est le casque d'un maréchal des logis de la 2e division blindée, mais notre travail, ça consiste à le mettre en contexte, à expliquer qui était Baumy et à expliquer pourquoi ce casque est troué de part en part. C'est parce que Baumy, le 25 août 1944, a été non pas tué, mais gravement blessé au rond-point des Champs-Élysées. Donc, ce que nous faisons, c'est vraiment mettre en contextualisation et surtout, donc, à partir des objets, donc là, vous voyez une étoile jaune, mais ce n'est pas un objet isolé. C'est l'étoile jaune de la famille de Lippmann-Levinson. Et donc, on resitue qui était ce Parisien et ce qui lui est arrivé pendant l'occupation. Vous imaginez que ce n'est pas des bonnes choses, hein. Donc, on incarne énormément dans le musée. On a une petite période room, si on peut appeler ça comme ça, sur Jean Moulin. Et puis, nous avons aménagé le PC-Roll. Alors, il y a 100 marches, hein, 100 marches à descendre et surtout 100 marches à remonter pour visiter ce PC-Roll, où on trouve encore des inscriptions de 1944. Alors, on utilise beaucoup le numérique. Vous allez voir qu'on l'utilise avec des archives de 1944. On utilise des cartes numériques. On utilise aussi une visite en réalité mixte. Alors, c'est un casque que vous avez sur les yeux. Vous pouvez visiter le PC-Roll avec ce casque. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est vide et que pour que certaines catégories de population puissent rentrer dans l'histoire, on a recours au numérique. Et donc, bien sûr, on a aussi pour le jeune public des jeux sur tablette. Et alors, il a fallu, voilà, deuxième partie, imaginer un projet pour les Jeux Olympiques. Alors, évidemment, c'est un moment très important avec le monde entier. Non, avant. Avec le monde entier qui a les yeux braqués sur Paris, et donc il faut essayer d'avoir un peu de visibilité à ce moment-là. La ville de Paris est évidemment tout à fait dedans. Et donc, ce qu'on nous a demandé de faire quelque chose, nous, les musées de la ville de Paris, à budget constant. Donc, c'est très difficile, d'autant plus que, et là vous pouvez mettre la prochaine, voilà, 2024, Burnout is coming, on n'en peut plus. Alors pourquoi ? Donc, parce que en février, il y a la panthéonisation de Manouchian. Nous faisons partie, nous sommes inscrits dans un partenariat avec le Mont Valérien pour parler et expliquer quel est ce groupe Manouchian. C'est très important pour nous en termes d'éducation, c'est extrêmement important. On est un musée d'éducation et de citoyenneté. En mars, on a l'inauguration de notre exposition annuelle qui sera sur le film Paris brûle-t-il. Comment est-ce qu'on fait un film sur la libération de Paris 20 ans après les faits, alors que tout le monde est encore là. En juin, c'est le 80e anniversaire du débarquement. Le 25 août, c'est le 80e anniversaire de la libération de Paris, avec une programmation qu'on est obligé de monter là. Et puis en 2025, on aura la commémoration de la libération des camps. Donc vous imaginez, se rajouter les JO là-dedans, ça a été terrible. Alors ma première idée, ça a été de joindre les choses, et puis pourquoi pas partir de Manouchian, c'est du groupe Manouchian. Et vous voyez ici très belle photo, merci la FSGT, de Rino Della Negra, qui est un des 23, donc qui est un footballeur d'origine italienne, et qui a rejoint donc le groupe de FTP-MOI. Et il a été exécuté au Mont Valérien le 21 février 1944. Son visage ne figure pas sur l'affiche rouge, et probablement en grande partie parce que c'était une promesse, entre guillemets, du Red Star. Il était connu, il a un super beau visage, donc c'est pas exactement ce que l'affiche rouge voulait dire. Mais bon, on ne pouvait pas se contenter d'une conférence sur Rino Della Negra, on s'est dit que c'était trop peu. Donc, j'ai fait appel en fait à Jean-Christophe Notin, qui a fait depuis 2020 qui fait des tweets, des posts sur, je ne sais plus comment on dit, Twitter, X, je sais plus, X.
mais à l'époque c'était Twitter, donc on va dire Twitter, sur des paroles de combattants. Et donc il met en avant des biographies en quelques lignes, c'est très beau, c'est très bien fait. Et donc il a publié aussi quelques-unes de ses biographies sous le titre 500 combattants de la libération chez Talandier. Et donc il nous a extrait, et écrit d'ailleurs, des petites biographies de sportifs de l'entre-deux-guerres qui sont devenus résistants aux Français libres. Et donc, voilà, ce que nous sommes en train... Alors, je vous montre l'esquisse. Normalement, je n'ai pas trop le droit de vous la montrer, mais je vous la montre quand même. Nous allons faire donc habiller tout un mur avec des portraits de ces sportifs résistants. Ça s'appellera Champions de la liberté. Et ce sera présenté donc sur panneau, enfin sur le mur de notre salle de conférence de janvier à début août 2024. Voilà, alors tout cela effectivement à moyens constants, c'est-à-dire que ça nous a coûté très peu d'argent et ça nous a demandé énormément de travail, c'est ça les moyens constants. Voilà, donc je vous donne rendez-vous en janvier pour l'inauguration de cette exposition et puis en mars, à partir du 27 mars, pour notre exposition sur Paris Brûle-t-il. Voilà, merci. Merci, bravo, merci beaucoup d'avoir tenu les temps et de nous avoir appris tant de choses en peu de temps. Mais on sait qu'il va falloir aller au musée, donc à d'Enfer. Ce sera effectivement plus facile d'accès quand même que sur la dalle de Montparnasse. Et donc, on va continuer dans le temps, peut-être avec Monsieur Chancerelle, parce que son PowerPoint est installé, et puis il nous a dit qu'il devait partir absolument à 12h30. Et non, c'est nous qui sommes désolés, on a pris du retard. Merci. Ensuite, on écoutera l'histoire. Oui, très bien, bonjour à tous et merci de votre invitation et merci de m'avoir proposé de présenter aussi une institution qui se trouve dans le département des Hauts-de-Seine, les archives départementales. On est basé à Nanterre. Pour commencer, voilà, je voulais peut-être rappeler ou présenter rapidement le service comme ma collègue sur son intervention précédente. Donc on est les archives départementales, c'est un service qui existe dans tous les départements depuis la création des départements pratiquement. La spécificité des Hauts-de-Seine, comme vous le savez tous, c'est qu'on est un département récent et donc le service a été créé également au même moment en 1968. Les archives départementales sont installées à Nanterre dans le quartier de la préfecture, avenue Joliot-Curie. Pour ceux qui connaissent, c'est un quartier qui est très administratif, pas assez bien relié via le RER A, mais c'est pas forcément le quartier le plus fréquenté de la ville. Donc il y a cet effet un petit peu d'éloignement de nos publics et c'est aussi à prendre en compte dans ce qu'on fait. La mission des archives départementales des Hauts-de-Seine, comme dans les autres départements, c'est d'assurer la conservation des archives historiques qui sont produites par les services départementaux du conseil départemental, mais aussi les archives des services de l'État, c'est-à-dire la préfecture, les services des finances, les services de l'éducation nationale, voilà, tous ces services qui se trouvent dans le département. Et peut-être la particularité des Hauts-de-Seine, c'est que même si c'était un département récent, c'est un département extrêmement peuplé, 1 600 000 habitants, avec une grosse production d'archives. Donc on a déjà accumulé depuis un peu plus de 50 ans 40 km linéaires d'archives historiques. On a des archives un petit peu plus anciennes que la création du département, mais c'est vrai que ce sont des archives qui documentent essentiellement le XXe siècle. À ces archives publiques, il faut rajouter des archives privées qui sont produites par des associations, des personnalités, des familles. J'y reviendrai un petit peu plus tard. J'ai parlé d'ancrage territorial parce que voilà, on est un service du département, on documente vraiment le territoire des Hauts-de-Seine aujourd'hui et dans son passé. Donc nous, notre manière de travailler, c'est vraiment et notre mission finalement, c'est vraiment d'être le trait d'union entre les administrations du territoire et tous les publics, toutes les personnes, tous les usagers qui sont intéressés par l'histoire de l'Ouest parisien, l'histoire des Hauts-de-Seine. Sur la slide suivante, je présente les axes de la politique de valorisation des archives départementales. Bon, c'est un peu une liste de dispositifs
dispositif qu'on propose, mais ça me semblait aussi important de commencer l'intervention en vous rappelant tout ça. L'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte de s'adapter aux différents publics. Ça passe par une exposition annuelle aux archives départementales. On essaye de la faire vivre au maximum, mais en ayant bien conscience qu'on n'est pas forcément très bien servi par l'environnement, le quartier dans lequel on est. Donc l'objectif, c'est aussi de sortir les archives des archives, si vous voulez, et de venir à la rencontre des publics. Ça passe par un partenariat avec les parcs, j'ai oublié le R, départementaux. Donc l'idée, c'est de proposer des expositions sur panneaux dans des espaces qui sont bien plus fréquentés que ce qu'on a aux archives. Ça passe par de la valorisation numérique avec l'usage des réseaux sociaux, l'usage d'expositions virtuelles pour aussi pouvoir proposer des contenus en ligne sans se déplacer. Ça passe et également par un service éducatif que je trouve performant de mon point de vue. On reçoit entre 3000 et 4000 élèves par an. Ça tourne bien, ça à plein régime. Et aussi par des expositions itinérantes qui sont prêtées essentiellement dans les collèges et les écoles, mais on peut aussi les prêter ailleurs. Pour 2023-2024, finalement, on a deux projets phares. Un premier qui n'est pas dans le thème d'aujourd'hui, mais un deuxième qui est clairement dans le thème sur lequel je vais passer un petit peu plus de temps. Un premier projet phare, donc d'abord sur la Maison de Nanterre. La Maison de Nanterre qui a donné lieu à une exposition qui commence cette semaine, qui a commencé cette semaine. C'est en fait aujourd'hui l'hôpital de Nanterre, mais initialement, dans les années 1880, c'est une maison, un établissement qui a été créé par le préfet de police de Paris et qui était destiné à rassembler, voire à envoyer, voire à enfermer les sans-abri de la capitale. Aujourd'hui, il y a toujours cette vocation d'accueil, mais c'est sur le volontariat. On n'emmène plus de force les SDF de Paris, mais on leur propose au contraire un hébergement. Donc l'idée, c'était, à travers cette maison de Nanterre, c'était de proposer de revenir sur cette histoire. Et puis un deuxième projet sur lequel je vais passer un petit peu plus de temps, sur le sport. Vous retrouvez tout ça sur le site internet. Alors, merci. La Maison de Nanterre, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Vous avez ici l'affiche de l'exposition. Voilà, l'idée, c'était de montrer le passage d'une vocation, j'ose pas dire carcérale, mais vous voyez un peu l'idée d'enfermement à une vocation aujourd'hui bien plus sanitaire et hospitalière. Aboutissement d'un chantier archivistique de longue haleine, parce que si on a choisi de travailler sur cette thématique, c'est d'une part parce que c'est une institution forte sur le territoire, en tout cas sur le territoire de Nanterre, ça parle à beaucoup de gens, mais c'est aussi le fruit d'un travail archivistique qui a commencé il y a plusieurs années, qui est passé par la collecte, la sélection de tout un fonds d'archives de près de 150 mètres linéaires, qui a fait l'objet d'un classement, d'un traitement, d'opérations de restauration, et donc l'objectif c'était aussi de pouvoir restituer finalement ces archives. Je passe un petit peu rapidement parce que c'est pas forcément pour ça que vous êtes venu m'écouter. L'année 2024, c'est l'année sportive aussi aux archives départementales, comme dans les institutions qui ont été déjà présentées leurs activités. On a essayé d'anticiper les choses dès 2022 en lançant un appel aux clubs sportifs du territoire, en s'appuyant sur une direction des sports au département des Hauts-de-Seine qui est assez dynamique et qui essaye de faire beaucoup de choses, en ayant aussi en tête l'engagement important du département des Hauts-de-Seine dans l'accueil des Jeux Olympiques. C'est une des collectivités très impliquées avec l'accueil notamment de compétitions sur des équipements du département, à savoir le stade Yves du Manoir à Colombes, qui est un stade du département et qui accueillera les épreuves de hockey sur gazon. Voilà, donc l'idée c'était aussi de participer à notre échelle et de notre manière à cet investissement, à cet engagement du département dans les Jeux Olympiques, donc en lançant une collecte, en proposant aux clubs sportifs une collecte. Donc vous voyez, là on est dans le cas d'archives privées. Tout ça a été lancé en 2022. L'année 2023 a été consacrée à travailler sur ces fonds, c'est-à-dire les classer, ce que j'appelle le traitement intellectuel, les restaurer ou en tout cas les reconditionner quand on avait besoin d'avoir un traitement matériel. Et puis l'idée de tout ça, c'était de pouvoir avoir des contenus à proposer en 2024 lors d'opérations de valorisation que je vais vous proposer maintenant. D'abord, un petit retour sur les principales collectes d'archives qui ont eu lieu donc, depuis 2022. Quelque chose dont on est très fier, c'est les archives du Racing Club de France, un club qui a été fondé en 1882, qui a une histoire tout à fait passionnante et importante dans la structuration du sport en France. Le Racing Club de France, c'est un des clubs qui est à l'origine des fédérations françaises aujourd'hui sportives. Voilà, pour aller très vite, mais c'est un club assez élitiste. Encore aujourd'hui, on en a parlé un tout petit peu, c'est pas forcément la première source auquel on penserait si on voulait faire une histoire du sport dans les banlieues.
Donc voilà, c'est l'illustration en haut à droite. Les archives de Paris 92, qui est un club soutenu par le département des Hauts-de-Seine, un club partenaire, qui est un club de handball féminin basé à Issy-les-Moulineaux. En bas à droite, vous avez un petit fond, mais important d'un point de vue historique. Ce sont les archives de Jean-Claude Perrin, qui était entraîneur de saut à la perche, qui était affilié au Racing Club de France, qui entraînait l'équipe de France au stade de Colombes. Vous avez ici une photo de Thierry Vigneron quand il a battu le record du monde 5,80 m dans les années 80. Et puis les archives du CREPS, alors vous savez, c'est ce centre de recherche d'expertise sportive. Là, on est dans le cas d'archives publiques, hein, puisque c'est une institution qui est une institution publique et qui est dans le cas de son déménagement à Châtenay-Malabry, en a profité pour faire une opération d'archivage et donc on a récupéré ces archives. Je ne l'ai pas encore indiqué parce que c'est pas encore fait, mais on est en train de travailler actuellement avec l'accord et le partenariat des Archives de France à la collecte des archives de la Fédération française de hockey sur gazon, qui est basée à Colombes et qui va déménager après les Jeux Olympiques dans les locaux départementaux du stade Yves du Manoir. Donc c'est une opération, enfin voilà, on profite de cette opération et c'est un petit peu l'héritage olympique, si vous voulez, pour nous, pour récupérer ces archives d'une fédération nationale. En termes de collecte, voilà ce que je voulais dire. Sur la suite, qu'est-ce qu'on a prévu pour valoriser ces archives? D'abord, un cycle de conférences qui commence le 4 décembre. Vous avez le programme pour l'année 2023 et ça se poursuivra l'année 2024 sur les archives du Racing Club de France. L'idée, c'était voilà, de pouvoir valoriser ce fonds et de montrer l'importance historique de ce club. Je ne l'ai pas dit, mais le Racing Club de France, puisqu'on est dans l'année olympique, il a aussi un rôle important dans l'organisation des Jeux Olympiques de 1924 à Paris. C'est lui qui achète et surtout qui va moderniser le stade de Colombes, qui est aujourd'hui un stade départemental, hein, la boucle est bouclée, pour accueillir les épreuves de 1924. Une exposition qui aura lieu de mai à septembre 2024, pas sur uniquement l'olympisme, mais sur l'histoire du sport dans les Hauts-de-Seine. Et on va beaucoup parler de Colombes, évidemment, mais pas que. Cette exposition sera accompagnée d'un catalogue et, comme je le disais, elle est déclinée dans 2 parcs départementaux. Le parc Malraux, qui est à Nanterre, en face des archives départementales. Le parc Lagravère, finalement, qui est un petit peu à mi-chemin entre ici et Nanterre, qui est à Colombes. Et puis, on propose aussi, et elle est déjà disponible, une exposition itinérante qui peut être prêtée à qui la demande. Et on s'adresse essentiellement aux écoles et aux collèges, mais voilà, pas que. En plus de ces actions qui sont propres aux archives départementales, on accompagne la direction des sports du département dans l'inauguration du stade Yves du Manoir, qui aura lieu en mars prochain, et je termine après ça. Donc une inauguration dans le cadre des travaux pour préparer justement l'accueil des Jeux Olympiques. La direction des sports a souhaité profiter de cette inauguration pour apporter un éclairage historique sur le stade Yves du Manoir. Comme je l'ai dit, c'est le stade qui a accueilli une grosse partie des compétitions des Jeux Olympiques de 1924, qui a accueilli la Coupe du Monde de football de 1938, et puis un certain nombre d'épreuves nationales en rugby, en athlétisme et en foot dans les 30 Glorieuses, avant que le Parc des Princes soit agrandi en 1972. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce stade, et voilà, on va pouvoir bénéficier de l'éclairage médiatique qui sera fait sur cette infrastructure au mois de mars prochain pour pouvoir aussi parler d'histoire autour de cet équipement. Voilà, merci de votre attention. Voilà, donc je vais peut-être commencer par présenter le CTHS. Je me présente moi-même, je suis professeur d'histoire grecque à l'université Sorbonne Paris-Nord, c'est-à-dire anciennement Paris 13, campus de Villetaneuse, donc pas très loin d'ici, mais dans le Val d'Oise. Et à ce titre de professeur d'histoire grecque, j'ai été recruté pour être membre de la section d'histoire ancienne du CTHS, et dont je suis depuis 2 ans le président. Donc c'est à ce titre de président de la section d'histoire ancienne du CTHS que je prends ici la parole. Je vous remercie. Alors je n'ai pas fait de PowerPoint, je vais simplement donc un peu dire les choses. Alors le CTHS, c'est le Comité des travaux historiques et scientifiques. Alors, tout ce dont nous avons parlé, nous sommes le plus anciens, puisque le CTHS a été fondé par François Guizot sous la monarchie de Juillet. Si cette vénérable institution monarchiste survit, c'est qu'elle a eu beaucoup de succès. Son premier
rôle est très important et justifie que je sois ici, c'est la coordination sur toute la France de ce qu'on appelle les sociétés savantes. Donc vous connaissez tous évidemment des sociétés savantes qui évidemment vont depuis de l'histoire régionale, enfin je ne vais pas vous le décrire, jusqu'aux sociétés de botanique, etc., qui couvrent bien sûr tout le territoire. Donc actuellement, donc le CTHS est abrité dans les nouveaux locaux du campus Condorcet, donc à Aubervilliers, et il est puisqu'on devait parler d'argent, il est sous la tutelle. Il a un budget qui est placé sous la tutelle de l'école des chartes. J'ai à ma droite un chartiste. Je ne suis pas chartiste, mais le CTHS est assez proche de l'école des chartes, même s'il est totalement indépendant. Alors comment il fonctionne? Il fonctionne avec des membres choisis qui se cooptent. Donc souvent comme moi, des universitaires, mais aussi bien sûr des chercheurs CNRS, et aussi tous les gens qui travaillent dans le milieu culturel, par exemple des conservateurs du Louvre, des musées, etc. Bon, souvent plus des Parisiens, c'est pas obligatoire, mais parce que quand on se réunit à Aubervilliers, c'est plus facile. Bon, alors aujourd'hui, ça fait à peu près 250 membres qui sont répartis en 9 sections. Alors, je ne les ai pas toutes en tête, elles vont de la préhistoire, la première. La deuxième, c'est la mienne, c'est la section qui s'est baptisée, qui a changé de nom, qui s'appelle « Sciences de l'Antiquité ». On a changé autrefois, elle s'appelait « Histoire et archéologie des civilisations antiques ». C'était un peu long, alors on a dit « Sciences de l'Antiquité ». Après, vous avez la section d'histoire médiévale, moderne, il y a une section spécialisée histoire de la Révolution, contemporaine, histoire des sciences, qui est très intéressante évidemment, puisqu'elle touche à la fois aux sciences même et à l'histoire des sciences, histoire contemporaine, géographie et anthropologie. Alors, le CTHS, je dirais pour aussi revenir sur l'argent, outre qu'il est une réunion de savants qui faisons fonctionner la recherche, il a 2 effets sur la société importants. L'un, c'est le congrès annuel dont je vais parler, et l'autre, ce sont les éditions du CTHS qui publie annuellement plusieurs volumes, généralement souvent des volumes d'histoire, ou précisément d'histoire des sciences, des thèses d'étudiants, mais aussi des réflexions d'historiens, d'histoire de l'art, etc. Vous pouvez vous y reporter, bien sûr, puisqu'il y a, quand je n'ai pas fait de PowerPoint, vous allez sur le site et vous tapez simplement CTHS, Comité de travaux historiques scientifiques, et vous avez toutes les explications, la liste des membres et des sections. Alors j'en viens au congrès. Depuis toujours, le CTHS organise ce qu'il appelle le congrès des sociétés savantes. J'ai le titre. Donc c'est un congrès annuel qui se déroule une année en province, une année à Paris, et l'an prochain c'est à Paris. Donc en fait à Paris, non, à Aubervilliers, au campus Condorcet. La responsabilité du colloque passe de section en section. Donc l'an dernier, le congrès était organisé par la section des préhistoriens. Et en tant que président de la section suivante de l'Antiquité, j'ai été, je dirais, sommé, mais de façon très, très, très heureuse, on m'a dit, les antiquisants, c'est le congrès 2024 pour vous. Évidemment, le sujet, ce sera le sport. On a dit oui, bien sûr. D'abord parce que c'était bien sûr les Jeux Olympiques, et puis parce que le monde antique peut quand même se vanter d'avoir inventé les Jeux Olympiques, donc en 776. Bon, apparemment, ça n'était qu'un sprint en 776, une course. Il n'y a eu qu'un seul vainqueur en 776, on ne connaît pas son nom.
c'est après qu'on a accumulé des épreuves différentes. Alors, je ne suis pas, moi, spécialiste du sport, parce que je suis historien de l'Égypte ptolémaïque. Alors, je fais ma pub, j'ai amené 4 romans, si vous voulez. Bon, donc le plus important, donc ce congrès se tiendra les 21, 22, 23 et 24 mai prochain 2024 au campus Condorcet. Le plus important, c'est cela. Le congrès permet à tout candidat qui propose une communication de faire cette communication si, bien sûr, son projet est retenu par le comité de sélection. Donc, je m'adresse ici à tous, mais surtout aux gens que vous connaîtriez, qui ont des intérêts de recherche sur le sport. Alors, j'ai oublié de dire le titre exact, qui est Corps, sport au singulier et jeu au pluriel. Donc, on a ouvert le sujet à la problématique du corps, qui est une problématique aussi très à la mode. On a mis les jeux, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, en précisant qu'il s'agirait des jeux physiques. On élimine les jeux d'argent. Donc, toute personne intéressée se connecte sur le site du CTHS et envoie sa proposition de communication, c'est-à-dire son titre, de qui la personne, et un petit résumé. Et ensuite, des membres élus de toutes les sections lisent ces propositions. Si elles sont retenues, la personne pourra communiquer essentiellement dans le 2e, 3e ou 4e jour du congrès, c'est-à-dire 22 mai, 23 mai ou 24 mai prochain. Voilà. Il est prévu aussi des activités, peut-être une visite. On espère pouvoir faire visiter, on voudrait bien visiter le stade nautique qui est magnifique là, de l'autre côté du périph', du tunnel du Landy, en face du Stade de France, ce stade qui abritera les compétitions de plongeon, non pas de natation, de plongeon et de water-polo. Voilà, donc j'annonce que ce congrès, voilà, tout le monde est bienvenu pour présenter des communications, que les gens soient des savants, qui appartiennent à des sociétés savantes tout à fait indépendantes, parfois aussi les étudiants, moi qui suis professeur, donc je conseille à des étudiants en master plutôt, voire évidemment en doctorat, de proposer une communication. C'est souvent la première communication qu'ils peuvent faire dans un congrès qui est ouvert à tous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors on va passer à l'initiative municipale. Donc Gennevilliers. Alors, bonjour à tous. Déjà, tout d'abord, au nom de la ville de Gennevilliers, j'aimerais te remercier, Anne Jolek, qui est en tant que directrice des cahiers d'histoire, puisque monter une telle initiative, c'est pas simple. J'aimerais remercier aussi Marie-Claude, qui est en face de moi en tant que fondatrice de l'UP 92. Pour tout vous dire, la première fois qu'on m'a parlé au téléphone de cette initiative, c'est mon ami Henri-Claude qui est en face de moi. Je crois, Henri-Claude, ça remonte au moins à 1 an. Donc ça remonte, comme quoi c'est un travail de longue haleine qui a été fait. Et la première fois que mon ami m'en a parlé, j'ai dit oui tout de suite. Parce que on retrouve les ingrédients cette année de tout ce qui, moi, m'anime personnellement, c'est-à-dire l'histoire, la question de l'éducation physique et du sport, et la question aussi des politiques publiques. Donc autant vous dire qu'il y avait les 3 ingrédients où je me sentais un peu comme un poisson dans l'eau. Et c'est pourquoi je remercie l'ensemble du comité de pilotage au nom de la ville et de toutes les acteurs et les actrices qui ont participé à
ce qu'on soit réunis aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis effectivement aussi professeur d'éducation physique dans un lycée, que d'ailleurs, après, je vais vous quitter parce qu'il va falloir que je retourne travailler, et intervenant en histoire, justement, de l'évolution de l'éducation physique et du sport, notamment à l'université de Nanterre ou à Paris-Descartes, où je formais les Capétiens et ceux qui présentaient la grecque. En échangeant avec Anne, le choix a été fait d'orienter plutôt mon intervention en tant qu'élu de la ville de Gennevilliers pour savoir ce qu'une ville comme Gennevilliers était à même de proposer et ses axes d'orientation sur une politique sportive. Qu'est-ce qui différencie un petit peu d'une ville populaire comme Gennevilliers d'une autre ville, et naturellement également en lien avec les Jeux Olympiques de l'année prochaine. C'est pour ça que je vais faire exprès de raccourcir un peu mon intervention, puisque Lounis, qui est directeur des sports, lui axera plutôt son orientation, son intervention sur justement les Jeux Olympiques de l'année prochaine, puisqu'il enchaîne les réunions. Il revient d'une réunion à Paris justement, c'était sur cette thématique. Donc moi, je vais surtout dire un ou deux mots sur l'orientation municipale. Je ne sais pas si on vous a mis le PowerPoint. En gros, moi, je considère que ce qui différencie une ville à une autre, puisque naturellement, toutes les villes mènent des politiques sportives, que vous alliez dans les villes voisines, vous avez tous en général une direction des sports, des installations sportives, etc. Moi, je considère que ce qui différencie une ville populaire comme Gennevilliers, par exemple, d'une autre ville, en termes de politique sportive, c'est... Et d'ailleurs, ça, on peut le retrouver dans d'autres directions, la direction de la santé, direction de l'éducation, etc. C'est le budget qu'on consacre à la politique sportive et l'orientation politique, c'est-à-dire quel public on veut toucher. Lorsqu'on regarde concrètement, et c'est plutôt une fierté, parce que la ville de Gennevilliers, elle consacre un budget très important à la politique sportive, et ça, naturellement, on peut le vérifier. C'est-à-dire que si on rapporte le nombre d'installations sportives, les gymnases, etc., au nombre d'habitants, je crois que sur le plan national, on fait partie des villes quand même qui sommes le mieux dotées. C'est-à-dire que là, par exemple, Gennevilliers, 8 quartiers, il y a des gymnases, peut-être même plus qu'un gymnase, dans tous les quartiers. Je crois qu'il y en a un juste derrière. Dans tous les quartiers, il y a des gymnases. Et naturellement, tout ça, forcément, ça coûte de l'argent en termes d'entretien, etc. Mais ça rentre dans le cadre d'une politique sportive. Pour faire la liste des équipements sportifs, c'est important quand même de le faire. On a 12 équipements sportifs couverts alors qu'on n'a que 8 quartiers, 5 terrains de jeu, un centre nautique, un centre équestre, qui est d'ailleurs en rénovation, qui coûte, je crois, au moins 5 millions d'euros, je crois, un dojo, des cours de tennis intérieur et extérieur, et 13 terrains de pratique libre. Et naturellement, une fois qu'on y met le budget, puisque je ne vais pas critiquer les politiques d'autres villes, mais il y a aussi d'autres villes qui consacrent des budgets importants à la politique sportive, mais que moi, après ça c'est l'élu qui parle, que je critique un peu, puisque c'est souvent un petit peu, c'est quand même beaucoup pour se faire voir, en termes de communication aussi malheureusement. Et nous naturellement, non seulement on y met le budget, mais on veille aussi à ce que les sports soient accessibles pour tous. Quand je dis tous, c'est des plus petits jusqu'aux aînés. Je crois que ça doit commencer au moins à 4 ans, je crois, les baby gym, etc. 3 ans. La pratique des sports en direction de tous les sportifs en situation de handicap. La ville de Gennevilliers, d'ailleurs, est connue. Là aussi, je me tourne vers le directeur des sports, puisque on a une équipe de basket qui est bien classée et qui a souvent des résultats en élite. Voilà. Et naturellement aussi la pratique féminine, qui est très importante, et tout ce qui va aussi avoir attrait aux pratiques libres,
C'est pour ça que là, je vois dans la salle, il y a beaucoup de Gennevillois, mais il y a aussi des non-Gennevillois. Si vous vous baladez dans les parcs, souvent, vous allez voir que la ville a aussi investi, hein, ça coûte quand même un petit peu d'argent, sur tout ce qui est, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais ça va être tous les agrès, etc., qu'on trouve dans les parcs qui permettent une pratique libre et qui marchent bien. Il faut voir le week-end, hein, surtout quand il fait beau. En général, c'est des choses qui marchent plutôt bien. Donc, je le dis quand même parce que c'est important, les axes prioritaires de la politique sportive de la ville sont au nombre de... y en a, enfin, je vais en citer quelques-uns. C'est d'appréhender le sport comme un outil d'éducation structurant pour les jeunes, de développer l'offre sportive, comme je le disais, pour tous, l'accès à un sport populaire pour tous, développer la pratique libre par l'installation de structures dédiées, comme je l'ai dit, dans l'espace public, favoriser le lien avec le tissu associatif, favoriser l'accès à des équipements sportifs de qualité, le sport santé, la maison sport santé financée par l'ARS, continuer à faire de la pratique féminine un enjeu prioritaire, utiliser le conseil local du sport pour améliorer. Non, c'est bon, ça marche. Excusez. Donc, utiliser le conseil local du sport pour améliorer notre concertation avec le monde sportif, donc développer la démocratie participative, et enfin organiser une initiative forte, le dispositif Les Sévines durant l'été. Donc, tout ça pour vous dire que d'un point de vue d'une... Donc je disais, pour une collectivité territoriale, ce qui différencie d'une ville comme Gennevilliers, puisque c'est ce que m'a demandé Anne d'orienter mon intervention d'une autre ville, ça va être effectivement le budget qu'on y consacre, d'accord ? Et d'ailleurs, ça, je le dis aussi pour lorsque je fais des conseils d'école ou autres. Alors naturellement, je vante un peu les mérites de la ville de Gennevilliers, naturellement, mais il y a aussi des choses où on doit s'améliorer. Mais tout ce qu'on consacre en termes d'éducation, en termes de sport, tout ça, c'est des budgets publics, votés par les élus, par vos élus, et qui montrent quelle orientation politique on entend mener. Donc ça, c'est le côté budget. Et après, à quel public on s'adresse. Et naturellement, à partir de là, quand c'est bien structuré, forcément, ça permet d'avoir des relations, et je vais faire le lien pour passer la parole à Lounis, ça permet justement d'obtenir certains labels, comme ce que vous avez vu, hein, le label Ville active et sportive du ministère des Sports, ou justement, ce qui nous réunit aujourd'hui, le label Terre des Jeux 2024, obtenu auprès du comité d'organisation des Jeux Olympiques, sachant que la ville de Gennevilliers fait partie des 300 premières villes labellisées. Donc c'est avec toute cette structure, ces choix, qui nous permettent aussi de mieux préparer les JO 2024, sachant que les JO 2024, c'est bientôt, hein, c'est demain, mais ça nous laisse aussi du temps et qu'il peut y avoir aussi encore des partenariats. Moi, j'ai connu la ville de Gennevilliers où, en fonction, lorsqu'il y avait une Coupe du Monde ou autre, avec les équipes qui voulaient s'entraîner justement sur la ville de Gennevilliers parce qu'on a investi dans les installations sportives. Et nous, naturellement, on peut être amené à prêter nos installations sportives, mais on veut aussi des choses en échange. Et en l'occurrence, moi, j'ai souvenir d'une équipe qui était venue s'entraîner, c'était peut-être à la Coupe du Monde, je crois, qui était venue s'entraîner sur nos terrains, et on avait demandé à ce que justement les jeunes, parce que nous, c'est les jeunes aussi, l'éducation qui nous intéresse, qui s'entraînaient, qui puissent venir voir les entraînements de leurs stars, etc. Donc voilà ce qu'on fait, nous, en termes de collectivité territoriale au niveau de la politique sportive. Je vous remercie et je passe la parole donc au directeur des sports de la ville. Merci. Merci, Zine. Merci, Anne, pour l'invitation. Zine a dit beaucoup de choses déjà sur la politique sportive locale, donc bien évidemment, moi, je ne reviendrai pas dessus. J'axerai plutôt mes propos sur la place de la ville dans les Jeux Olympiques, en deuxième point. Comme il l'a très bien dit, Gennevilliers a une tradition, c'est de s'inscrire un peu dans les événements d'envergure internationale. Non pas comme d'autres villes pour qu'un aspect de communication, parce que ça, bien évidemment, voilà, il y a des villes, elles ont envie de recevoir
pour communiquer davantage auprès de leur population. Gennevilliers a choisi un axe plutôt d'associer en tout cas de manière très large la population, de trouver en tout cas des moyens d'y associer la population à travers ces événements d'envergure en tout cas internationale. Il s'agit en réalité d'un prétexte de tirer un fil blanc pour développer des actions autour de ces événements. Donc pour vous dire sur Gennevilliers, comme l'a dit Monsieur Boucriche, dès le départ, on s'est déclaré pour être labellisé Terre des Jeux, comme il l'a dit. On faisait partie des premières villes à l'avoir été. On a été très rapidement aussi positionné comme étant un centre de préparation. En fait, il y a deux types d'actions, centre de préparation et centre d'entraînement. Centre de préparation, pour aller vite, c'est la possibilité d'être dans un catalogue de la Redoute qui permet en fait à certaines villes comme Gennevilliers de pouvoir en fait apparaître comme étant une ville accueillante de délégations sportives internationales. Donc ça pouvait démarrer de 2021 jusqu'à 2024. Et ensuite, à partir de 2024, il y a aussi un autre label qui est site d'entraînement et centre de préparation aux Jeux, CPJ, où Gennevilliers aussi là a été positionné, avec la possibilité d'accueillir, notamment juste avant les Jeux Olympiques, des délégations qui viendraient s'entraîner, parce que vous imaginez bien que tous les pays ne pourront pas s'entraîner quand elles veulent sur notamment les stades référencés du COJO. Je parle notamment des petits pays, paradoxalement. Et en fait, l'idée, c'est d'offrir la possibilité aussi à ces petits pays, mais à d'autres, de pouvoir s'entraîner à Gennevilliers et d'y associer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la population un peu à ces événements. Donc, nous, pour l'instant, à l'instant où je vous parle, on a été retenu donc comme centre de préparation aux Jeux pour l'activité, pour la discipline, football. Pour aller vite, toutes les équipes qui vont jouer au Parc des Princes, puisque c'est le stade qui accueillera en fait les matchs de foot essentiellement en région parisienne, on sera en fait site d'entraînement, c'est-à-dire qu'on accueillera très probablement au moins 6 ou 7 équipes qui viendront s'entraîner à Gennevilliers, sur un terrain d'ailleurs qui est en train d'être refait, comme la piste d'athlétisme. Juste au passage, on a bénéficié d'un certain nombre de financements, c'est aussi ça, les Jeux, même si je vous avoue qu'on aurait voulu avoir plus en termes de soutien, notamment sur les actions, même si ça commence un tout petit peu à s'ouvrir. Mais pour l'exemple, par exemple, de la piste d'athlétisme et du stade Louis Bourry du Parc des Sports à Gennevilliers, pour ceux qui connaissent, on a obtenu 1,2 million d'euros pour pouvoir en fait rénover totalement le site donc de la piste d'athlétisme et du stade Bourry. Donc ça va nous permettre en fait d'accueillir dans des conditions optimales les délégations, puisqu'il y a un cahier des charges qui est assez lourd aussi pour pouvoir accueillir, notamment pour le terrain, mais aussi pour la piste, etc. Et bien évidemment, comme l'a dit aussi M. Boucriche tout à l'heure, l'idée pour nous, c'est de travailler en amont avec l'ensemble des services de la ville pour voir, donc on a un comité de pilotage, bien évidemment, pour travailler sur un plan d'action qui nous permette de projeter des actions qui associent d'une part ces délégations, mais qui associent aussi la population dans sa globalité, des plus jeunes aux plus âgés, et permettent ainsi de profiter un peu de cet espace pour aller chercher notamment ce qu'on appelle les publics les plus éloignés, à travers aussi une pratique d'épanouissement, pas uniquement une pratique élitiste, mais plutôt une pratique sportive pour favoriser les aspects de santé, mais aussi pour favoriser l'épanouissement et toutes ces valeurs, en tout cas positives, que porte le sport à travers, en tout cas, ces événements d'envergure internationale. Voilà, et puis bien évidemment, on travaille aussi avec des partenaires. On parlait tout à l'heure du département des Hauts-de-Seine. On est associé aussi avec le département, notamment sur le parcours de la flamme olympique. Et donc, le 24 juillet, je vous l'annonce, en fait, la flamme passera le 24 juillet à Gennevilliers. Donc, devant le mail de la mairie jusqu'au métro Gabriel Péri, en fait, la rue sera bloquée. Et donc, il y aura 5 coureurs, en fait, qui vont faire le relais. Et il y a eu une proposition qui a été faite pour que ce soit M. Marc Ourson, pour ceux qui le connaissent, qui fera partie, en fait, des porteurs de flammes sur cette journée. Et l'idée, bien évidemment, c'est pas de fermer une rue pour fermer une rue, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure. C'est de s'appuyer surtout là-dessus pour que cette journée-là soit festive et puis on puisse, en fait, offrir un certain nombre d'initiatives et d'activités pour, encore une fois, promouvoir l'activité sportive et physique pour les Gennevillois dans leur globalité. Voilà, on travaille aussi avec l'établissement public territorial, puisqu'il y a 6 villes, les villes limitrophes à Gennevilliers, pour essayer en tout cas de proposer un événement qui réunisse notamment la ville d'Argenteuil,
L'EPT, ce qu'on appelle l'établissement public territorial, c'est Civil, c'est Argenteuil, Colombes, Bois-Colombes, Clichy et Villeneuve-la-Garenne. Et donc l'idée, c'est d'associer un peu les territoires qui se touchent, si je peux me permettre, pour développer une action un peu commune et bien évidemment faire en sorte aussi de faire un moment de partage interville qui puisse permettre de développer des liens aussi au-delà des frontières stricto sensu, en tout cas de chacune des villes. Voilà, et puis bien évidemment, après, Zine tout à l'heure le disait, moi je sortais aussi d'une réunion là, avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques, parce qu'il y a tous les aspects aussi de transport, bien évidemment, de mobilité, de développement durable, de transition écologique. Donc il y a plein de sujets, en tout cas, qui traversent cette question, en tout cas, des Jeux Olympiques et du sport, et sur lequel, bien évidemment, on essaye de tirer aussi des fils blancs pour peut-être profiter de l'occasion et aller plus loin dans certains sujets. On parle du développement durable, mais bien évidemment, les Jeux Olympiques, c'est aussi le développement durable, c'est la transition écologique. Et l'idée aussi, c'est de sensibiliser, en tout cas, la population sur ce sujet-là, en profitant un peu du sport pour pouvoir le faire. Voilà, excusez-moi, j'espère pas avoir été très long. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci beaucoup à tous les intervenants d'avoir fait des très gros efforts pour nous dire beaucoup de choses. Merci à Monsieur Chancerelle, donc, qui doit s'en aller, qui nous l'avait annoncé. Donc on est un tout petit peu en retard. On va quand même se donner peut-être 10 minutes pour échanger. Après toutes ces interventions, bon, qui montrent qu'il y a quand même une mobilisation un peu tous azimuts autour du sport, avec des formes peut-être notamment de financement un peu différentes. Il vaut peut-être mieux être directement acteur du sport que historien du sport pour avoir de l'argent, mais les musées nous diront, musée d'histoire vivante, si le département de Seine-Saint-Denis a été généreux. Il y a effectivement des questions aussi, on voit bien, de coordination entre des politiques municipales, départementales, aussi des inégalités entre les territoires. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Est-ce que alors, j'excuse Monsieur Emmanuel Bélanger qui nous avait dit qu'il essaierait d'être présent et qui est sur des gros projets avec le département de Seine-Saint-Denis, donc qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais il prépare aussi de grosses expositions. Donc, partout, les sciences humaines et sociales auront bien leur place dans cette réflexion. Et bon, le musée d'histoire vivante va nous dire quelques mots sur... c'est une opportunité, ces Jeux. Une opportunité. C'est l'opportunité d'un burn-out. Non, on n'est pas du tout dans la même situation que Sylvie Zenman à Paris. Nous, on a une programmation qu'on prévoit, donc 2024. L'idée des JO et de l'inscription de Paris et du fait que Paris soit retenu, ça date de quelques années. Donc, et le sport populaire, le sport ouvrier, le sport rouge, comme on appelait avant, puisque nous, on est musée d'histoire ouvrière et sociale, on ne va pas parler d'autre chose. C'est notre mission, c'est notre champ d'intervention. Voilà. Donc c'était pas non plus quelque chose qui venait, c'était pas un ovni à traiter. Donc voilà. Maintenant, ce sur quoi je peux revenir, c'est sur les financements. Mais là, c'est un contexte général. C'est pas en tant que citoyen, puisque les citoyens on fait de la politique, nous aussi. On ne fait pas que s'exprimer, on fait de la politique. Donc, est-ce que les choses ont été bien envisagées? Je suis un peu comme tout le monde, j'ai pas l'impression. On nous a dans les premiers temps, on nous a montré, ça allait couler à flot, voilà. Et donc ça, je parle de l'État là. Après, il y a des collectivités territoriales. Il y a un mot qui a été prononcé à l'instant, c'est les différences sur le territoire. Il y a des villes très riches et des villes très pauvres. Et puis il y a des villes moyennement riches et puis des villes moyennement pauvres. Et donc, quand on regarde comment on a été, la logique la plus sociale, mais est-ce que cette logique préside
En haut lieu, voilà, c'est pas un scoop, hein, je n'en ai pas l'impression. Donc, a-t-on été aidé les villes qui ont le plus besoin? Voilà, quand on apprend que 174 millions d'euros, c'est le coût de l'ouvrage le plus cher à construire sur le département de la Seine-Saint-Denis à Saint-Denis. Voilà, on est dans la préparation des Jeux Olympiques, donc on ne va pas dire non mais attendez, n'importe quoi, etc. Donc, mais c'est 174 millions d'euros. Donc en amont, c'est quelles sont les entreprises? On a regardé un peu, comme d'habitude, comme pour beaucoup de choses, les marchés, les entreprises qui vont travailler, etc. Voilà, tout est comme ça. On a engagé une entreprise de restauration de Notre-Dame qui avait été une entreprise qui à son compte et en procès sur un incendie à Rennes. Donc voilà, bon, et tout est comme ça. Donc sur le domaine du sport. Donc nous, le département, c'est un département qui a pris une grosse claque là, avec des dépenses de santé et d'éducation à cause de la pandémie du Covid. C'est un département, mais c'est pas le département de Seine-Saint-Denis, c'est les autres départements. Hein. Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, tous les départements français ont été impactés par ça. Et puis après, on a la crise énergétique. Nous, voilà, on a tous vécu, celles qui sont présents ici, savent que il y a eu on a mis le chauffage un peu beaucoup plus tard. Il y a des choses qui n'ont pas été, des enveloppes qui ont été annulées parce que pour des questions d'austérité budgétaire, etc. Et donc, moi, je critique beaucoup les élus, mais là où justement je leur jette pas la pierre du tout, c'est les difficultés auxquelles aujourd'hui, dans le contexte actuel, ils font face en termes d'éducation et en termes de sport. Donc, et pour finir, c'est que, bien évidemment, nous on râle, mais bien évidemment, on pense qu'un musée doit venir en dernier pour une exposition sur le sport. C'est-à-dire que les clubs sportifs, ceux qu'on doit aider en premier, ce sont les associations, les clubs sportifs, les animateurs et animatrices de quartier, etc., pour que les mômes ils puissent aller, les aider à payer une place pour aller dans un stade et voir une grande épreuve sportive des Jeux Olympiques qui se déroule dans leur ville, dans leur pays, à Paris et dans leur département. Voilà. Voilà. Sur la question, en fait, la question de l'opportunité, effectivement, je dois dire que moi j'ai fait le dos rond pendant un petit moment, en espérant qu'on pourrait passer au travers, parce qu'on avait ce 80e anniversaire de la libération de Paris en 2024, et j'espérais qu'on n'aurait pas en plus. Et puis il s'avère que, alors. C'est en termes... je pense qu'effectivement, il y a, le musée arrive en dernier, les expositions, l'histoire arrive en dernier. Je vais simplement vous dire qu'un jour, j'ai eu affaire à un directeur des services d'un département et qui a expliqué à l'ensemble de la profession culturelle qui était là que la culture, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, alors moi, je me suis fâchée. Je lui ai dit, je pense que vous avez tort. La culture, c'est le gâteau tout entier. Sans culture, on n'est rien. Donc voilà, c'est ce que j'applique au quotidien. Et alors, en termes financiers, ça donne des jonglages avec des tout petits budgets et qu'on essaye de redéployer. Et ma foi, si on fait des choses, c'est parce qu'on est convaincu qu'elles sont utiles pour les élèves qui viennent, utiles pour les familles qui viennent, utiles pour les gens qui s'intéressent, et qu'on a peut-être une petite pierre à apporter en matière culturelle. Voilà. Après. Merci. Merci Sylvie. Est-ce qu'on va peut-être donner la parole aux auditeurs, et puis ensuite il y aura une réaction en particulier des gens qui n'ont pas pris la parole. Est-ce que tu peux passer à... Alors, moi, je vous passe le micro. Hein. Juste, j'ai oublié d'excuser mon collègue Mohamed Grichy, qui est l'adjoint au sport, qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, mais qui s'excuse. Ouais. Et, voilà. Je vous passe la parole, et après, moi, je vais devoir y aller. J'ai des élèves à récupérer à 13h.
Oui, c'était très intéressant. Puis, je suis un petit peu retrouvé, on s'est un petit peu retrouvé dans tout ce que vous avez dit. Je représente le musée de l'école publique 92. C'est une association en 1901 qui regroupe, pour vous dire, les personnes qui l'ont lancé de l'affaire. Ce sont des délégués d'éducation nationale, des enseignants à la retraite, des amis d'école publique, parents d'élèves. Bon. Donc, nous avons installé un petit musée à Gennevilliers. La ville nous a donné un magnifique local. Nous a donné, non, mais à notre disposition un magnifique local. Au point de vue financier, ça représente beaucoup de choses. Et puis nous, nous essayons de fonctionner avec les dons des 250 contacts que nous avons dans le département pour pouvoir financer ce musée. Voilà. Et nous y parvenons. Alors, il y a un désintérêt pour le fonctionnement de ce musée des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. Hein. Nous n'avons aucune subvention pour le musée. L'association a une subvention pour les délégués d'éducation nationale, mais pour le musée, nous n'avons rien, à part le local. Bon. Nous considérons que le fonctionnement par rapport à l'investissement qui représente le local, c'est peu de choses. Alors, je reviens maintenant sur le sport à l'école, et puis surtout par rapport à ce que vous avez dit pour les musées. Nous, notre conception, c'est celle-ci. Nous recevons beaucoup de classes. Hein. Nous recevons surtout des classes et nous travaillons sur le PT. C'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, Argenteuil, etc. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Surtout auprès des enfants et auprès du public qui vient visiter aussi, hein, des adultes. Leur faire comprendre que l'histoire, c'est très important parce que ça permet de comprendre le présent en connaissant bien l'avenir et tout ce qui s'est passé, dans l'avenir, dans le passé plutôt, tout ce qui s'est passé, pour pouvoir envisager l'avenir. C'est très intéressant parce que, je vais vous donner un exemple. C'est très rapide, hein, 30 secondes. On a une projection sur l'histoire de l'éducation. Et puis, au moment de la Renaissance, je pose la question, mesdemoiselles dans la salle, avez-vous rien remarqué? Et on leur dit, bah oui, vous voyez, les garçons, oui, il y avait que les premiers exemples, il y avait que les garçons qui avaient le droit d'aller à l'école, pas les filles, à l'époque. Puis après, on avance dans le temps, jusqu'au 19e siècle, et on s'aperçoit que là aussi, les filles, elles ont de la veine. Et les filles, qu'est-ce qu'elles disent? Oh, c'était cool. Ouais. Et tout de suite, on rebranche sur le travail des enfants. Alors là, à Gennevilliers, ça, ce que c'est que le travail, hein, dans les familles, les fins de mois, etc., et on voit certaines têtes, là, c'est moins cool. Hein, vous voyez? On arrive comme ça à faire avancer les choses. Et le sport, là-dedans. Bon, on n'y avait pas trop pensé. Puis finalement, il y a quelqu'un qui nous a donné un petit ouvrage, qui est paru en 1881. C'est les instructions officielles du ministère de l'Éducation nationale, de M. Jules Ferry, signé de M. Jules Ferry d'ailleurs, pour l'enseignement du sport à l'école. Alors là, je vous laisse, vous viendrez sur le stand du musée là qu'on a derrière, et vous verrez comment on l'explique cette période. Donc moi, ce que je voulais dire, c'était que ça, c'est un mouvement, c'est une association. Et là, ce qu'on a présenté, ce sont des institutions. Derrière, on sent qu'il y a la mairie, il y a le département, il y a l'État, il y a tout un tas de choses. Voyez. Nous, on est une petite association, hein, et on vit des dons que veulent bien nous donner les visiteurs ou les gens qui soutiennent notre initiative parce qu'elles pensent qu'elle est utile. Voilà. Alors le sport à l'école, on y a pensé. Ça a été l'occasion, ces rencontres historiques ont été l'occasion de faire notre truc. Il faut faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous a donné ce petit ouvrage et on parle du sport. Mais le sport à l'école, ce serait une longue histoire à écrire. Parce que ce qui est dingue dans cette affaire-là, c'est que le sport a été au niveau du pouvoir toujours pensé utilement. En 1881, quel était le but du sport? C'était la santé physique des enfants
pour les envoyer se faire trouer la peau en 1914. Alors, c'est écrit dans un style beaucoup plus empoulé de ce que je dis. Hein. Mais voilà. Hein. Et c'est vrai que ça pose une question, quoi, au départ, sur l'histoire du sport. Bonjour, je vous remercie infiniment de ce thème. Ça rejoint le thème de l'agenda du mouvement de la paix. Le mouvement de la paix, on est une vieille association créée en 1948 par d'anciens résistants. Et le thème de l'agenda 2024, c'est effectivement sport et paix. Et donc, au début, c'est vrai qu'on ne savait pas très bien quelle était la liaison. Lorsqu'on a fait l'agenda sport et climat, on ne voyait pas tellement la liaison entre ces deux valeurs, sport et paix. Et puis finalement, on a fait cet agenda, c'est fait par des bénévoles uniquement, mais ça rejoint évidemment l'homophobie, la lutte pour les femmes, etc., la culture de la paix, la solidarité, l'absence de compétition, mais plutôt de coopération. Et effectivement, on a fait des articles sur les JO. Les JO, quand même, c'était l'occasion de faire des trêves et d'échanges entre les pays qui étaient en opposition à ce moment-là. Et on voit toute l'importance actuellement des trêves, effectivement, des accords de paix. Voilà, donc nous avons fait cet agenda à l'occasion des JO et on en apprend beaucoup entre la relation, effectivement, paix et sport. Merci. Oui. Ouais, donc, comme le disait tout à l'heure Zine Bockrich, il y a donc dans le hall d'honneur de la mairie une exposition qui a été faite sur les 100 ans du sport à Gennevilliers, qui tombe de 1924 évidemment à 2024. J'étais là voir hier, elle est superbe. Il y a 10 panneaux, tout est dit sur les 100 ans de sport à Gennevilliers. Et là, sur le côté, ce sont des panneaux sur des sportifs gennevillois qui ont été champions du monde, champions d'Europe, qui ont ramassé plein de titres. Et ça, c'est le CCPG, une autre association qui est à l'origine de cette exposition. Il y a une quinzaine de panneaux, mais on en a choisi une dizaine, parce que on ne pouvait pas tout mettre. Mais je vous conseille d'aller voir l'exposition si c'est possible là, pour les Gennevillois. C'est super. Il y a aussi une exposition dans le hall ici, à partir des archives. Oui, à Jacqueline, oui. Ah oui, il faut aller la voir aussi. Oui. Excuse-moi, t'avais oublié. Pardon, l'exposition a été réalisée par l'ancienne archiviste de la ville de Gennevilliers, Jacqueline Lemaine. Donc, c'est des photos qui, de leur façon, témoignent de cette intense activité. L'exposition s'appelle « Le sport à Gennevilliers, une passion municipale ». Je crois que c'est vrai, avec cette conviction que le sport peut être émancipateur. On sait aussi que le sport peut être un dressage, peut être aussi, c'était un peu le sens de ma question et de ma réunion, une vaste entreprise commerciale. Et tous les acteurs ici présents ont accepté de contribuer à la construction de cet événement 2024. Il y a eu aussi quelques résistances. Pas très forte, ça a un peu surpris qu'en France, il n'y ait pas plus d'options critiques sur cette construction des JO, qui peuvent aussi être vues comme un gouffre financier, comme posant énormément de problèmes sociaux, comme le développement aussi d'une forme de sport-spectacle qui a des versants marchands de plus en plus forts, mais toutes les institutions, et finalement nous aussi dans le cadre des rencontres d'histoire, on a eu le sentiment qu'on ne pouvait pas être tout à fait à côté, sous peine de pas être compris, et aussi peut-être de rater un grand moment de réflexion commune, parce que quand même ce qui est remis en avant, c'est la réflexion globale sur ce que c'est que faire du sport, comment on le fait. J'ai ouvert la sport et femmes et
je ne sais pas si c'est pour moi que mon moteur de recherche m'a livré immédiatement la préparation des femmes à l'accouchement. Donc, dans mon cas, c'était un peu décalé, mais c'est peut-être l'aspect femme qui a sollicité ça, et je me suis aperçue que donc c'était encore ce type d'articulation qui fonctionne apparemment. Donc, la question des femmes et du sport, on l'a beaucoup posée, et je crois que ça fait partie peut-être des réflexions aussi sur lesquelles les JO permettront d'avancer. Le sport et la paix, le sport et l'émancipation. Le sport et l'engagement, c'est peut-être des problématiques qui avaient un peu disparu à travers le flot d'informations du sport spectacle et qui vont peut-être réapparaître grâce à vos travaux à tous et aussi à nos travaux. Alors, Monsieur Carré, un dernier mot. Non, oui. Donc, voilà, sur le programme du congrès, donc il y a un programme qui est lisible sur le site et dans lequel nous avons détaillé toutes les ouvertures possibles. Donc il y a là-dedans, bien sûr, sport et violence, le sport et la guerre, le sport et nationalisme, les dérives du sport, sport et donc le dopage, et sport et genre, le corps, évidemment. Voilà, donc le congrès n'est pas simplement intitulé corps, sport et jeux. Envoyez vos communications. Il faut d'abord lire l'appel à la communication qui donne toutes les pistes possibles. Aucune n'est interdite. Bon, ben merci beaucoup à tous les contributeurs. Et donc, rendez-vous de la table ronde avec d'abord la projection. Le micro est fatigué, donc on va s'arrêter nous aussi.